Bienvenue sur Stéphanie Mock Coaching, la chaîne qui vous apprend à oser tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Isabelle Paul, qui est psychologue clinicienne. Et Isabelle va répondre à la question « Ai-je besoin d'un psy ?» Alors Isabelle, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de ton invitation, Stéphanie, ça fait plaisir. Alors Isabelle, en fait tu es, dis-moi si je me trompe, mais tu es psychologue clinicienne et coach de vie. Oui, enfin coach tout court, puisque je travaille surtout dans du coaching professionnel en fait. Oui, d'accord. D'ailleurs, on s'est rencontrés pour la petite histoire lors d'une formation de coaching, une excellente formation d'ailleurs. Tout à fait. Et en fait, moi, je t'ai contactée parce que ça fait plusieurs mois que j'ai envie de tourner une vidéo en particulier qui traite du thème « Ai-je besoin d'un psy ?» Donc, j'ai pensé à toi parce que je me dis qui mieux qu'un psychologue, une psychologue peut répondre à cette question. Parce que même, comme je te disais tout à l'heure, même si j'ai des éléments de réponse, je pense savoir dans quel cas quelqu'un doit plutôt suivre une thérapie plutôt qu'un coaching. Je préfère avoir ton son de cloche. Je pense que ça peut intéresser beaucoup de personnes qui suivent mes vidéos en général, puisque, comme tu sais, mes vidéos traitent de confiance en soi, d'estime de soi. Donc, parfois, la limite est un petit peu entre coaching et thérapie. La limite est un peu n'est pas très nette, en fait. Oui, et il y a un recouvrement entre les deux, inévitable. Oui. Oui, écoute, j'ai un critère que je trouve assez simple à appréhender, c'est le critère de souffrance psychologique significative. Et je pense que on doit s'adresser, en tout cas, on peut s'adresser à un psychologue quand on ressent une souffrance psychologique significative, que ce soit de soi à soi, dans ses relations avec les autres, par rapport à des éléments du passé qu'on n'arrive pas à digérer, par rapport à des situations présentes. Les éléments du passé, ça peut être une enfance difficile qui revient régulièrement en termes de souvenirs, en termes de rêves, en termes de difficultés dans les interactions avec les autres. Tu vois, ça peut être des éléments actuels comme une difficulté avec des collègues au travail, une pression au niveau professionnel importante. Mais c'est vraiment, je pense que ce qui différencie la démarche de coaching et la démarche de psychologue, c'est que, à mon sens, donc c'est vraiment ici je te donne mon point de vue, on ne peut pas faire un travail de coaching efficace quand on est en souffrance psychologique significative. Et le significatif, tu vois, comment est-ce qu'on peut l'évaluer? C'est par les répercussions que ça a sur notre quotidien. Tu vois, si je pense, je vais prendre l'exemple du couple, si on a de temps en temps une dispute ou des conflits d'opinion, mais que dans l'ensemble, la relation est bonne, la communication est bonne, etc., il n'y a pas de souffrance psychologique significative. Quand le couple se dégrade et qu'au quotidien, on a peur des disputes, on a peur, on commence à changer son attitude pour éviter certaines choses, etc., il commence à y avoir une souffrance significative. Quand on traverse au travail une période difficile où on est très fatigué et que c'est ponctuel, même si ça dure quelques semaines, il n'y aura pas de souffrance psychologique significative. Si ça dure depuis des mois, s'il n'y a pas de solution, si on s'enlise, qu'on commence à avoir une boule au ventre le matin pour aller travailler, qu'on commence à se dire c'est moi qui ne suis plus à la hauteur, etc. Voilà, qu'on commence à ressentir des angoisses, le cœur qui se serre régulièrement, des choses comme ça, on est dans la souffrance psychologique significative. Alors, il y a une distinction que l'on fait en tant que psychologue, tu vois, entre ce que ressent la personne et ce que ressent l'entourage. Parfois, la souffrance psychologique significative est chez les personnes de l'entourage de la personne
qui a des comportements que l'entourage trouve devenus inadéquats ou causant de la souffrance aux autres. Ça peut être aussi une raison de consulter, mais si la personne elle-même n'est pas demandeuse de changement, en général, la thérapie ne va pas fonctionner. Je pense à un cas récent, j'ai eu une dame qui est venue, qui a traîné, on peut dire ça comme ça, son mari alcoolique en consultation. Et lui, finalement, au bout d'une heure, m'a dit bah, « Je vous félicite, vous êtes la seule psy que j'ai supportée pendant 1 heure parce que je n'ai pas essayé de le convaincre. » Oui. Qu'il devait faire une thérapie. Il s'est avéré à l'issue de cette heure que lui n'était pas prêt, qu'il trouvait que ça allait très bien comme ça et qu'il gérait. Et j'ai conseillé à l'épouse de venir me voir parce qu'elle était en souffrance psychologique significative. Lui, à ce moment-là, ne l'était pas ou n'en était pas conscient. En tout cas, il n'y avait pas une demande de sa part. Tu vois ? D'accord. Et dans ce que tu dis, et en tout cas moi ce que j'ai pu répondre aux personnes qui me contactaient en hésitant un peu, tu vois, voilà, je ne sais pas si j'ai besoin plutôt de voir un psychologue ou alors simplement de me faire coacher pour me sentir mieux, tu vois. En fait, il y a une chose que j'arrive assez facilement à déceler, tu vas me dire si c'est correct ou pas, mais il y a des moments où on sent que la souffrance de la personne est encore active en fait. Donc la personne aurait bien envie de penser à des projets futurs, etc. Mais quand elle discute avec toi, tu sens que c'est toujours un peu comme une plaie ouverte. Donc sa tête voudrait aller de l'avant, mais elle n'est pas encore prête en fait. Et il y a d'autres moments, donc c'est dans ces cas-là justement où moi je dis, ben, surtout si la personne me pose la question. Moi je pense qu'à partir du moment où on se pose la question, à la limite, autant essayer justement d'abord la thérapie, quitte à faire du coaching ensuite, mais, ou alors faire les deux en parallèle, ça m'est déjà arrivé de proposer ça. Ça c'est pas mal parce que du coup on est sûr. Mais il y a d'autres moments où, alors voilà, si la souffrance, on sent vraiment qu'elle est toujours présente, voilà, encore une fois comme une plaie ouverte, là c'est... Pour moi, c'est no way pour le coaching. Mais alors, il y a des moments où la personne va parler d'un traumatisme, parfois des choses quand même assez dures, tu vois. Ça peut être le décès d'un conjoint. À d'autres moments, ça peut être un licenciement, mais qui a été très, très dur. Et par contre, la personne va avoir une sorte de... J'ai une image qui me vient en tête une métaphore. J'imagine une cicatrice, mais qui serait fermée. Et là, je me dis, la personne peut parler du traumatisme qu'elle a eu, sa souffrance, mais clairement, elle est prête à aller de l'avant. Donc, il y a une question d'intensité et de... De chaud et de froid quelque part. Hein. Quand tu me dis ça, tu vois, ça m'évoque, est-ce que la souffrance est chaude ou est-ce que la souffrance est froide? Et ça rejoint ce que tu dis sur la cicatrice ouverte ou sur la cicatrice fermée. Effectivement, tu sais, tu peux avoir quelqu'un qui a eu une grosse difficulté dans le passé, même un traumatisme, et qui a fait d'une manière ou d'une autre, hein, parce que ça peut être aussi des thérapies corporelles, un travail, et qui va t'en parler. Alors tu sens que c'est quelque part un nœud dans sa vie, mais il va pouvoir t'en parler sans émotivité débordante, tu vois, sans éclater en sanglots, sans perdre le fil de ses pensées, etc. Et à d'autres moments, tu vas voir la personne qui s'effondre, qui va pas bien du tout, qui a du mal à en parler, et là tu sens qu'il y a un travail psy à faire. Ce n'est pas la même chose. Tu sens effectivement, je pense que ton image est assez bonne. Tu sens si c'est ouvert et sointant ou si ça a été, pour reprendre la plaie, désinfecté et cicatrisé. C'est pas la même chose, quoi. C'est pas la même chose. Il y a ce cas de figure et alors quand même, ce que j'ai envie de dire aussi par rapport au coaching, c'est que tu peux aussi avoir des personnes dont la personnalité est problématique en soi. C'est-à-dire ? Par rapport et qui auront plus de mal à évoluer dans le coaching.
Je te prends l'exemple de personnes qu'on qualifie en psychologie de borderline. Donc, on appelle ça les personnalités limites entre les névroses et les psychoses. Alors, je ne vais pas rentrer dans un cours de psychologie, mais si tu veux, en gros, les différentes névroses se caractérisent, ont comme point commun plutôt le fait que la personne est quand même très ancrée dans la réalité et sait avoir des interactions avec les autres et avec elle-même. Dans la psychose, il y a une perte de contact avec la réalité. Hein, les psychotiques, c'est par exemple la paranoïa grave, la schizophrénie, etc. Il y a une perte de contact avec la réalité. Entre les deux, tu as les personnalités limites, qui sont des personnalités avec une très aléatoire dans leur comportement, dans leur ressenti, qui ont tendance à être impulsifs, avec des passages à l'acte, qui ont tendance à avoir une labilité émotionnelle importante, donc un jour très bien, le lendemain très dépressif, des choses comme ça. Et ça peut être problématique de travailler en coaching avec des personnalités comme ça. En tout cas, ça va être plus dur parce que elles vont avancer puis totalement reculer. Tu sens qu'il y a un manque de stabilité, si tu veux, de stabilité relationnelle, de stabilité de vie, de stabilité émotionnelle. Et je pense que là, ça peut être une difficulté pour les coachs. Mais là, on n'est pas dans des événements de vie qui ont amené une dépression, un burn-out, etc. On est dans la structure de personnalité qui peut être problématique. Ce sont deux choses différentes. Moi, je dis toujours, en fait, en tant que psychologue clinicienne, je travaille soit avec des personnes qui ont finalement une personnalité assez bien constituée. Hein. Je parle toujours de la personnalité comme d'un millefeuille, tu vois. Tu vois, parfois, le millefeuille, il est assez bien construit, comme ça, c'est solide, il tient la route. Et puis, tu as des événements de vie qui viennent bombarder le millefeuille. Et parfois, la personne n'a pas assez de ressources pour faire face à ces événements de vie. Et dans ce cas-là, c'est le cas typique dépression, burn-out, de deuil difficile, etc. Ça, c'est une chose. Et puis alors, tu as le travail avec des personnes qui ont en fait des problèmes récurrents dans leur vie parce que leur personnalité n'est pas assez solide et assez équilibrée. Et là, on a en général soit des personnalités plutôt névrotiques, mais de manière importante. Par exemple, ça peut être des personnalités, tu sais, très contrôlantes qui commencent à avoir des tocs et les tocs commencent à se multiplier, etc. Ou soit alors tu as des personnalités de type plus borderline avec des parcours de vie très chaotiques. Et ça, à mon avis, tu vois, moi, j'ai pas encore eu ça au coaching, mais ça peut être très embêtant pour un coach, en fait, de mettre en place des outils et puis de voir tout qui est balayé d'un revers de la main en fonction de l'humeur du jour ou de ce qui s'est passé. Voilà, ça peut être aussi une limite, à mon avis, au coaching. Pour autant, à mon avis, il y a moyen de travailler parce que quand on voit ces personnes-là en thérapie psy, c'est très difficile aussi. Hein. Ce sont des personnes qui, pour un oui, pour un non, vont arrêter la thérapie ou on n'aura plus de signes de vie pendant 3 semaines et puis elles reprennent contact comme si de rien n'était. Enfin voilà, c'est mouvementé aussi en thérapie et je pense à ça parce que je me dis comme coach, ça doit être aussi assez déroutant. Et c'est ça qui est un aspect, je trouve aussi, qui peut être intéressant pour les coachs, c'est de se former un minimum aux structures de personnalité pour comprendre un peu qui on a en face de soi. Pas pour faire de la thérapie, mais pour comprendre un peu dans quel cadre on est avec la personne en face de soi. Oui. Est-ce que ça fait sens pour toi? Oui, ça fait sens et ça me fait penser à une chose. En réalité, tu sais, moi j'ai une liste de psy. Alors j'en connais pas beaucoup, mais en fait tu ne le sais pas, mais tu en fais partie parce que j'ai eu l'occasion de discuter avec toi. Donc je sais que tu es quelqu'un de confiance et compétent, etc. Mais vraiment, je me dis comme ça, le jour où vraiment j'ai un souci, parce que pour l'instant, quand certaines personnes me posaient la question, ils avaient déjà en tête un nom de psychologue pas trop loin de chez eux, parce que voilà, de préférence en face à face, c'est quand même toujours mieux. Mais je me dis, tu vois,
Avoir une liste comme ça de psychologues toute prête au cas où quelqu'un sera en souffrance là dans l'immédiat, au moins tu vois, comme ça j'ai quelque chose au moins à donner à la personne pour ne pas la laisser repartir comme ça en fait. Donc c'est clair qu'il y a des moments où on ressent la limite. Maintenant, en fait, dans les personnes que je coach régulièrement actuellement, j'ai quelqu'un en fait qui est bipolaire. Mais cette personne-là est de toute façon suivie. Et elle se fait coacher dans les périodes, tu sais, où c'est beaucoup plus positif, en fait, voilà, les moments où elle sait qu'elle peut aller de l'avant, etc. Oui, c'est ça, où elle n'est pas en phase de dépression. C'est ça. Et alors, il n'y a pas de souci, on peut Tout faire à le fait. booking. Si ça ne va pas, elle me le dit directement. C'est déjà arrivé qu'on arrête la séance. Ok, pas de souci, on reporte. Mais là, j'ai pas de problème avec ça parce que je sais qu'elle est suivie et régulièrement. Donc il y a pas de problème. Mais alors du coup, parce que moi j'ai le sentiment que j'arrive à sentir quand la personne a besoin peut-être de contacter un psychologue. Mais là, je me pose la question, tu vois, pour les gens peut-être qui nous écoutent et qui sont peut-être en souffrance, justement, et qui ne vont pas jusqu'à, par exemple, là, je pense aux gens qui nous regardent, donc je veux dire, ils ne vont pas aller jusqu'à me contacter et me poser la question. Ils vont peut-être rester au stade où, tu vois, ils sont derrière leur écran d'ordinateur ou derrière leur téléphone plutôt, à ne pas prendre action parce qu'ils se disent, voilà, j'ai un problème, mais je ne sais pas du tout quoi faire. Et peut-être qu'ils se posent la question, est-ce que tu aurais des critères pour ces gens-là, pour qu'ils puissent eux-mêmes essayer de sentir en fait s'il vaudrait mieux qu'ils décrochent leur téléphone pour contacter un ou une psychologue ou plutôt un coach. Mais je te dis, le critère, c'est est-ce que je me sens en souffrance psychologique, oui ou non? Est-ce que cette souffrance est ponctuelle ou est-ce qu'elle est là depuis longtemps? Soit elle est là depuis longtemps, soit elle revient régulièrement. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, moi j'ai envie de dire aux gens, allez voir un ou une psychologue une fois. C'est ça. Parce que aussi, il faut pouvoir choisir son ou sa psychologue. Je le dis toujours, il faut se sentir en confiance avec la personne. Et les psychologues, c'est comme les coachs, il y a tous les styles. Il y a des gens plus froids, des gens plus chaleureux, des psychologues qui parlent très peu, d'autres qui sont plus dans l'interaction. Il y a aussi différents courants de la psychologie que les personnes ne connaissent pas en général. J'ai envie de dire, dans le doute, prenez un rendez-vous et allez voir. Et en général, à l'issue de ce rendez-vous, la personne pourra beaucoup plus clairement se dire, effectivement, j'ai quelque chose à travailler. D'ailleurs, il s'est passé quelque chose en séance. Et parfois, tu sais, des personnes qui s'effondrent en séance, à la première séance, ou qui commencent à parler de choses auxquelles elles n'auraient jamais pensé. Et là, on sent qu'il y a un truc, voilà, elles viennent et elles commencent à déposer des choses et on sent que c'est le bon moment, tu vois. D'autres, j'ai des personnes qui viennent par exemple 2 fois et puis en fait le problème est réglé parce que tu peux aussi avoir d'un point de vue psychologique un nœud qui se forme à un moment donné dans ton histoire et qui peut être très vite dénoué. Et au contraire, c'est triste parfois de voir des personnes qui sont restées bloquées pendant des années sur quelque chose qui n'était pas finalement si grave que ça, tu vois. Et donc, mon conseil, ce serait ça, de voir est-ce que je me sens en souffrance? Est-ce que c'est une souffrance passagère ou récurrente? Et je vais aller voir, je vais faire le test pour me rendre compte, oui, c'est une bonne idée, je sors de là en me disant, bah, j'en ai bien besoin, ou finalement je sors de là en me disant, bah, c'est pas si grave, elle m'a donné un outil ou deux, et je peux continuer ma route et regarder moi-même sur Internet, trouver des outils moi-même, tu vois. Je trouve que cette confrontation-là aux professionnels, c'est un peu, tu sais, moi je dis toujours, le psy c'est comme le médecin, mais pour la santé mentale. Donc parfois on va chez son généraliste parce qu'il y a un petit truc qui, si on ne le soigne pas à ce moment-là, va dégénérer. Et parfois c'est beaucoup plus important, quoi. Il y a les deux.
Oui, bah écoute, ça répond, je pense, entièrement à cette question. Est-ce que j'ai besoin d'un psy, oui ou non? Là, je trouve que tu as donné des critères on ne peut plus clairs. Et j'aime beaucoup ce que tu dis aussi, dans le doute, y aller, quoi. Essayer. Parce que de toute façon, moi je te dis encore une fois, pour ne pas prendre de risques inutiles, c'est ce que je dis si on me posait la question. Voilà, si tu te demandes si ce serait bien, oui ou non, teste. Et tu verras bien, quoi. Donc, bah écoute, c'est Oui, oui, parfait. tout à fait. Tout à fait. Et si je peux rajouter quelque chose, Stéphanie, alors la grosse question, hein, parce que les psys sont très mal organisés finalement, le métier de psy est très individualiste hein, quelque part, c'est comment on trouve un psychologue. Alors, le plus souvent hein, dans ma patientèle, ce sont les médecins généralistes qui m'envoient les personnes. Donc, vos médecins généralistes connaissent des psychologues dans la région. Et alors, il y a aussi un site qui s'appelle lepsychologue.be, tout simplement. Tout le monde n'est pas là parce que c'est payant pour les psychologues. Et pour les thérapeutes, parce qu'il n'y a pas qu'une liste de psychologues, il y a aussi des thérapeutes donc, qui ont fait certaines formations en santé mentale, mais qui ne sont pas psychologues. Il y a aussi les logopèdes. Enfin, il y a pas mal de choses sur ce site lepsychologue.be. Mais vous avez quand même par région plusieurs centaines de psychologues qui sont référencés avec des présentations, une page de présentation. Et ça, j'ai quand même pas mal de patients qui m'ont déjà dit, tiens, je vous ai trouvé sur Internet. Et en comparant quelques descriptions, la manière dont vous vous présentez m'a parlé. Et je trouve que ça, c'est un très bon indice. Il faut le sentir, quoi. D'accord. Bah, je mettrai le lien, en tout cas, dans la description de cette vidéo. Comme ça, les gens, au cas où, pourront jeter un œil. Oui. Et alors, un truc que j'ai aussi envie de te donner comme exemple, c'est dans le burn-out. Ça, j'ai une assez bonne expérience là-dedans. Ce que je constate, parce que on en a en psychologie hein, beaucoup, c'est que les personnes viennent voir le psychologue souvent dans un état de souffrance psychologique énorme. Si elles se sont remises en question, avant de remettre en question l'institution, souvent on remet en question la personne, donc on essayait de faire des choses, etc. Puis ça n'a pas marché. Donc, enfin, voilà, le truc dure depuis des mois, si pas des années. Et puis elles arrivent souvent en grosse fatigue, avec des symptômes dépressifs clairs, etc. Et il y a un premier temps, moi je ne conseillerais pas à un coach de commencer du coaching avec des personnes qui sont dans cet état-là. Il faut d'abord qu'elles se reposent, d'abord faire le diagnostic de burn-out, hein, parce qu'il y a des échelles qui sont très claires à ce sujet, demander, parce que j'ai souvent des contacts avec les médecins traitants, donc j'en discute avec le médecin traitant et puis on met la personne en arrêt maladie. Et puis, il y a une période, si tu veux, vraiment down où la personne alors s'arrête et puis il y a un effondrement physique et parfois psychologique avec, ça dépend des personnes, ça peut être une très grosse fatigue, des douleurs, etc. Et puis, à un moment donné, ça dure quelques temps, hein, quelques semaines, parfois plus, mais souvent quelques... Et puis, à un moment donné, parfois, il y a un traitement aussi qui est donné par le médecin traitant. Ça peut être un petit traitement antidépresseur ou moi aussi, je conseille parfois des plantes et des choses plus naturelles pour les personnes qui ne veulent pas prendre de médicaments. Et puis, tu sens qu'à un moment donné, il y a une petite forme d'énergie qui revient, que la personne commence à se dire, tiens, finalement, qu'est-ce que je vais faire dans les mois qui viennent? Et à ce moment-là, moi, quand j'en ai quelque part, en fait, ils ne le savent pas parce que je reste la même personne, c'est les mêmes consultations, mais j'intègre des outils de coaching dans mes séances psy. Parce qu'à ce moment-là, commence à se poser les questions, tiens, quelles sont mes options? Qu'est-ce que je pourrais faire de ma vie dans les 10-20 prochaines années, tu vois? Et tu sens que la personne a à ce moment-là l'esprit suffisamment reposé et libéré que pour avoir ce genre de réflexion. Et là, les outils de coaching sont très, très utiles et beaucoup plus que les outils de psychologie. Oui, oui, oui. Tu vois? C'est un bel exemple, je trouve, parce que je trouve que c'est en deux temps. Alors, soit c'est la même personne qui fait les deux, soit ça peut être
ça peut être très intéressant d'avoir une prise en charge psychologique. Et puis, dans un deuxième temps, vraiment quelques séances de coaching pour, à ce moment-là, définir l'objectif que l'on se fixe et puis l'atteindre et puis avancer, se voir avancer. Et c'est vrai que c'est bien que tu aies cette double casquette parce que quelqu'un en souffrance qui va venir te voir en thérapie, comme tu dis, après, une fois que la personne se sent prête à aller de l'avant, vu que, enfin, je trouve que c'est tellement important cette relation de confiance. J'imagine que la personne va avoir envie de rester avec toi pour la suite aussi. Les deux sont possibles, tu sais, Oui. les deux sont possibles. Moi, je pourrais très très bien fonctionner avec d'autres personnes qui sont coachs et qui prennent le relais parce que ça peut être aussi une autre dynamique. Je suis quand même la personne qui a partagé la période de grande souffrance, tu vois. Oui, oui, je vois. Les deux sont possibles, franchement. Il y a du pour et du contre, mais je trouve que je t'ai donné cet exemple-là parce que c'est tout à fait justifié de fonctionner en deux temps. D'abord s'occuper de la souffrance psychologique et parfois physique dans le cas du burn-out, parce que parfois les personnes ont vraiment beaucoup de douleurs physiques. Et puis quand la personne va mieux, c'est reposer, qu'elle est prête à réenvisager quelque chose pour sa vie. Là, les outils de coaching sont plus efficaces que les outils du psychologue. Tu sais, j'ai déjà eu... parfois c'est amusant, quoi. Ça va dans les deux sens, tu sais, parce que j'ai déjà eu une personne en coaching qui m'a dit, c'est incroyable, ça fait 6 mois que je vois une psychologue, et toi en 2 séances, avec toi en 2 séances, les choses se sont débloquées, j'y vois beaucoup plus clair. Et alors, des fois, ça m'avait interpellée sur mon métier de psychologue en me disant, ben là, c'est intéressant. Ça veut dire que le travail qu'elle avait fait avec la psychologue avait atteint ses limites et que là, en fait, on était au passage à l'action, si tu veux. Donc, comment je vais faire? Il y avait une rencontre problématique qui devait avoir lieu, etc. Et les outils de coaching, là, sont très efficaces. Oui, oui, oui. En tout cas, voilà, encore une fois, si quelqu'un se sent en souffrance, qu'il n'hésite surtout pas, peut-être dans ce cas-là, aller voir un psychologue et puis voir ce qui se passe à ce moment-là, voir ce que ça donne. Quand on n'est jamais allé voir un ou une psychologue, on se fait parfois un film sur ce que c'est. Et ne pas hésiter, si un travail est vraiment nécessaire, à la limite à en voir 2, 3 et à faire son choix. Hein. Je trouve qu'on le fait, les personnes le font trop peu, ça. Oui, oui, oui. Oui, oui. Ok, bah écoute, un grand merci, parce que franchement, voilà, encore une fois, je trouve que tu as donné des informations on ne peut plus claires, donc c'est vraiment, enfin j'ai vraiment passé un excellent moment là avec toi. Merci. Mais moi aussi. Donc j'ai bien fait de te contacter toi en particulier, je savais que voilà que tu allais vraiment pouvoir me répondre tout à fait simplement et pouvoir vraiment donner les réponses que moi je ne peux pas forcément apporter. Donc voilà. Et j'espère d'avoir un peu convaincu les personnes qui nous écouteront de la complémentarité des deux métiers, tu vois. C'est pas l'un ou l'autre. Souvent dans notre culture, on se piège avec je choisis ça ou ça, c'est telle approche ou telle autre. Tu vois, dans la médecine en général, est-ce que c'est la médecine traditionnelle, les médecines parallèles? Moi, je suis pour une approche intégrative et de voir quels sont les outils qui sont pertinents par rapport à une situation. Exactement. Et les outils de psychologie sont très pertinents à certains moments, les outils de coaching sont très pertinents à d'autres moments. Ok, et dis-moi si certaines personnes qui nous regardent veulent te joindre, où est-ce qu'on peut te trouver? Bah, écoute, tu peux peut-être mettre mon adresse mail, c'est peut-être le plus simple. Donc isabelle.paul, Paul comme le prénom, @gmail.com. D'accord, c'est parfait. Un grand merci Isabelle. Et Avec plaisir, quand tu veux.
Et merci de m'avoir invitée, parce que c'est vrai que c'est une question, je ne sais pas, tu connais peut-être mieux que moi les vidéos qui existent sur le coaching. Est-ce que cette question est souvent abordée? Je n'ai pas l'impression. Il n'y a pas grand-chose. Parce que j'ai cherché justement et je trouvais que c'était complètement... que c'était incomplet en fait. Donc d'où ma demande, mon invitation. Voilà. Merci beaucoup Isabelle et à bientôt. À bientôt Stéphanie. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Alors dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous retenez de cet échange entre Isabelle et moi ? Et si vous aimez mon travail, inscrivez-vous à la lettre privée si ce n'est pas déjà fait. Donc la lettre privée, c'est un mail que j'envoie chaque samedi avec du contenu que je ne partage nulle part ailleurs. Et c'est surtout aussi l'occasion d'échanger avec moi par email en toute confidentialité sur les sujets qui vous préoccupent personnellement, donc au niveau de votre confiance en soi ou estime de soi. Donc c'est totalement gratuit et c'est vraiment une sorte de bulle de confiance entre vous et moi, parce que je sais que c'est pas facile de laisser des commentaires personnels sur YouTube comme ça. Donc voilà, c'est vraiment l'occasion de le faire. Cette lettre privée est là pour ça aussi. À bientôt pour la prochaine vidéo.